Notre histoire a commencé un certain jour de 1797, en l'an 5 de la Nouvelle République, lorsque des paysans de la région de Lacaune, dans le département du Tarn, aperçurent un enfant complètement nu, errant dans les bois. Il est alors capturé pour la première fois dans le bois épais du col de la Bassine, puis confié à une veuve du village qui l'habilla sommairement d'une liquette pour cacher sa nudité. La nouvelle se répandit très vite chez les habitants et, devant une foule nombreuse et de plus en plus curieuse, on décida de l'exhiber sur la place du village pour le cas où quelqu'un reconnaîtrait cet enfant muet et crasseux. Peine perdue. Qu'il est sale! Il marche à quatre pattes comme un animal. Pauvre petit. Comment a-t-il fait pour vivre dans la forêt avec le froid et les bêtes? Regardez les enfants, ils mangent des pommes de terre et des châtaignes crues. Cet enfant semble avoir 11 ou 12 ans. Son corps est couvert de cicatrices. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent, tous ces gens? Qu'est-ce que je fais là? J'ai peur. Dans cette foule, apparaît soudain une jeune fille qui semble prendre en pitié ce malheureux prisonnier. C'est alors que, profitant d'une grande effervescence sur la place et d'un moment d'inattention de ses gardiens, l'enfant sauvage réussit à s'enfuir pour retrouver sa chère forêt. « 15 mois se sont écoulés et on apercevait de temps en temps, dans les champs en lisière de forêt, l'enfant qui ramassait des pommes de terre et des navets pour les manger sur place ou parfois les emporter. On découvrit même plusieurs tanières qu'on lui attribua, dont une contenant une couche faite de feuilles et de mousse. Finalement, en juillet 1799, 3 chasseurs de Lacaune l'aperçurent une nouvelle fois, niché en haut d'un arbre. Ils finirent par le capturer, non sans mal, et le ramenèrent fermement en ville. L'enfant sauvage ayant été aperçu pour la première fois en 1797, à l'âge estimé de 10-12 ans, sa naissance se situerait un peu avant la Révolution de 1789. On peut alors aisément imaginer qu'un fort mécontentement de la population se répandait déjà, pas seulement à Paris, mais dans toutes les campagnes de France. Toutes les hypothèses concernant l'origine de cet enfant furent alors évoquées. Il n'était pas rare, durant cette période très trouble, d'abandonner les enfants dans la forêt ou sur les bords des routes. Ou peut-être encore avait-il été enlevé. Jamais personne ne le sut. Cette histoire, pour le moins invraisemblable, ne va pas en rester là. De village en village, les langues se délient. Les ragots et critiques s'échangent en courriers, puis en lettres officielles entre personnalités régionales. L'enfant libre de Lacaune, qu'on prénomma Joseph, va devenir malgré lui prisonnier de sa notoriété. Après sa capture brutale par les 3 chasseurs de Lacaune, notre jeune sauvageon supporte difficilement son enfermement entre 4 murs. Conscient d'être devenu l'attraction de tout un territoire, il se remémore toutes les personnes qui l'ont abordé et qui espéraient comprendre le secret de sa si longue survie. Des abbés sont passés le voir, des savants, et un docteur du nom de Itard qui lui promettait de s'occuper de lui.
Parmi ces personnes, il en est une qui intrigua notre jeune ami. Elle s'est présentée comme étant ministre de l'Intérieur et frère d'un haut personnage de notre pays. Contente de te revoir, Joseph. Moi aussi, Louise. J'ai plein de choses à te raconter. C'est incroyable. Ah bon? Vas-y, raconte. Tu sais, Louise, j'ai bien cru qu'on ne se reverrait jamais. Accroche-toi, je t'explique. Il y a quelques semaines de cela, 3 chasseurs m'ont attrapé et m'ont emmené loin d'ici. Et Joseph se mit à raconter sa longue mésaventure. Et voilà, tu sais tout. Mais pourquoi tu leur as fait croire que tu ne parlais pas? Que tu étais muet? J'avais peur de cette foule. Et les mots ne venaient pas. Incroyable ton histoire. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai bien envie d'accepter un rendez-vous avec cet homme. Il doit m'emmener à la maison du ministre. Ça doit être bien chez lui. L'envie de Joseph devint réalité quand, quelques jours plus tard, un soldat à cheval se présenta à la cabane. Installés tous trois sur le cheval, ils traversent la campagne, entre villages et forêts, avant d'arriver dans un magnifique parc, au milieu duquel se reposait un homme, bien habillé, en compagnie d'une dame. Les voici arrivés chez le ministre de l'Intérieur, M. Lucien Bonaparte, qui les accueille avec un sourire rassurant. Mais derrière ce sourire se cache en vérité une stupéfiante proposition du ministre qui va bouleverser nos jeunes amis. J'en reviens pas, Louise. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui est incroyable? Figure-toi que le ministre m'a demandé de voir Napoléon. En personne. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne veux pas rater cette occasion. Il va me parler. C'est important, paraît-il. Mais pourquoi m'avez-vous choisi? Tu ne devines pas pourquoi tu es là? Non. Aujourd'hui, tu dors confortablement. Tu portes des vêtements. Tu joues avec une camarade. Et tu manges à ta faim. Mais te souviens-tu comment tu vivais il y a plusieurs mois? C'est pour cette raison que je t'ai fait venir aujourd'hui. Oui, et alors? Quand j'ai raconté ton histoire à mon frère Napoléon, il a tout de suite été intéressé. Et maintenant, il veut te rencontrer. Je veux bien, mais où est-il? Je vais faire court. Ce que tu ne sais pas, c'est que mon frère est un grand chef de guerre et actuellement, il est en train de livrer une bataille difficile contre les Anglais dans un pays très froid et ses soldats sont épuisés. Attends de le rencontrer dans quelques jours et il t'expliquera. Quelques jours, c'était le temps qu'il fallait pour atteindre à cheval le champ de bataille et rencontrer l'empereur Napoléon en personne au milieu de ses troupes. L'empereur expliqua au jeune garçon comment ses soldats mouraient de froid dans la boue, dans la neige et très mal nourris. Il attendait de Joseph qu'il lui révèle ses secrets qui lui ont permis de survivre dans une nature hostile et pendant si longtemps. Mais Joseph, devant ce champ de bataille jonché de cadavres, resta tétanisé, incapable de prononcer le moindre mot. C'est effrayant, Joseph. Nous ne pouvons pas rester là. Partons. Pris de panique, Joseph et Louise s'enfuirent à toutes jambes, sans même regarder l'empereur, qui les laissa partir. Leur retour en France fut organisé et très vite, nos jeunes amis furent interrogés par le ministre Bonaparte. Que s'est-il passé pour que vous soyez déjà revenus? C'est la fin du monde là-bas. Pourquoi tous ces morts? Et le ministre de l'Intérieur d'expliquer que la France était en guerre, et pour longtemps peut-être. Il n'est pas question que nous retournions dans cet enfer. Viens, Louise, nous n'avons plus rien à faire ici. Voilà des jours que Joseph et Louise ont regagné leur cabane, avec suffisamment de temps pour réfléchir à leur devenir. Tu sais, Louise, ça fait longtemps que je veux te dire quelque chose d'important. De très important même. Avant de me faire capturer il y a quelques mois, et de nous connaître un peu après, je vivais le jour à trouver de la nourriture, et la nuit, je dormais confortablement parmi un troupeau de moutons. Blottis contre leur laine épaisse, j'avais enfin trouvé le moyen de ne plus avoir froid. C'était formidable.
L'autre jour, je me suis amusée à couper la laine de plusieurs moutons. Je commence à comprendre. Tu veux que je t'aide à couper la laine? T'as tout compris. Se protéger ainsi du froid et dormir au chaud chaque nuit devint le quotidien de Joseph. Si bien que les semaines suivantes, il se mit à prélever la laine des moutons, à l'entasser dans des sacs pour en faire des genres de couvantes. Sans perdre un instant, nos amis se mirent au travail. L'idée de Joseph a fait son chemin dans la région et, durant toute leur vie, les deux compagnons n'ont cessé de confectionner de quoi garder au chaud les habitants de ces froides montagnes. Et il se murmure encore, dans le col de la Bassine à la Cône, que Joseph et Louise réapparaissent le soir et comptent avec vous les moutons, avant de vous plonger dans un juste sommeil.